1985-2025. L'UFICT, service public à 40 ans. 40 ans 40 ans. À l'occasion de ses 40 ans, l'UFICT CGT des services publics organisait fin 2025 une journée spéciale en public à Montreuil dont voici les 2 tables rondes à réécouter. Coordination Adrien Cassina, animation Clément Olivier, épisode 1, de la reconnaissance à l'affirmation. Replongeons-nous en mars 1985. Laurent Fabius est Premier ministre de François Mitterrand, Gorbatchev succède à Tchernenko à la tête de l'Union soviétique, Jeanne Masse et Toktok sont dans le top 50 hexagonal, tandis qu'Henri Krasuki est secrétaire général confédéral de la CGT. Et la Fédération CGT des services publics se dote en mars 85 donc d'une UFICT lors de son congrès de la Grande Motte dans l'Hérault. Nous voilà 40 ans plus tard, un peu plus de 40 ans plus tard, avec une organisation qui embrasse les questions de son temps et se projette dans l'avenir en même temps qu'elle garde un œil dans le rétroviseur. Alors dans cette première table ronde, on va tâcher de voir comment et pourquoi l'UFICT Service Public a été constitué précisément dans ces années 80, mais aussi ce qui l'a précédé en termes de syndicalisme, un G4 Tech de la fonction publique territoriale dans les décennies précédentes, et jusqu'aux enjeux actuels de structuration et de stratégie, avec nos 4 invités que je vous demande d'accueillir. Pierre Legoy, bonjour. De l'IHS Service Public, l'Institut d'Histoire Sociale de la Fédération. Vous faites partie des fondateurs de l'UFICT en 85 et vous en avez été secrétaire général jusqu'en 93. À côté de vous, Natacha Pommet, bonjour. Bonjour. Secrétaire général de la Fédération CGT des services publics. Cyril Dalloy, bonjour. Bonjour. Secrétaire national de l'UGICT CGT en charge de la vie syndicale. Et Nadine Sénane, bonjour. Bonjour. De la commission exécutive de l'UFICT, vous animez le collectif 1G4 Tech des services publics du 93. Vous nous raconterez ça. Merci à vous 4 d'être des nôtres. Pierre Legoy, entamons peut-être cette conversation avec vous. Est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer pourquoi l'UFICT des services publics elle est fondée précisément à ce mi-temps des années 80, dans un double contexte, on va dire, de statut de la fonction publique territoriale et de décentralisation sous Mitterrand? L'UFICT était à l'ordre du jour pour la fédération depuis un certain temps. Dans la période du début des années 80, nous étions tous polarisés sur la question du statut qui nous mobilisait totalement. Donc on a créé l'UFICT en mars 85, après la création de la fonction publique territoriale, l'exercice consistant à joindre à l'union syndicale des ICT communaux, les ICT de la ville de Paris, les ICT des HLM, les officiers sapeurs-pompiers, donc l'ensemble du champ fédéral dans l'organisation spécifique. Mars 85, c'est un hiver assez rigoureux, y compris à la Grande Motte, parce que le congrès s'est tenu à la Grande Motte au VVF de la Grande Motte. Et les lauriers avaient gelé. Il y avait 187 délégués. J'en vois au moins 3 ou 4 ici, qui étaient à la Grande Motte. 187 délégués qui ont élu une CE de 56 membres, dans laquelle il n'y avait que 10 femmes. C'était pas encore la spécialité de la maison. Il y a plus de femmes que d'hommes, il y a 61% de femmes dans la fonction publique territoriale, et pas seulement dans les catégories de la vie scolaire ou de l'accompagnement des personnes âgées.
J'ai vu récemment, il y a une majorité de femmes en catégorie A+. Ça, c'est extraordinaire parce que la catégorie A+, est une catégorie tronquée chez nous, dans la mesure où on a eu et on a encore un problème de perspective de carrière des attachés et des attachés EES vers administrateur. Donc, on a créé cet UFICT à une période où faut bien dire que les esprits étaient plutôt à la contestation du pouvoir socialiste, puisqu'il n'était plus que socialiste en 85, et on avait fini, si je puis dire, une période de mobilisation ascendante qui a pris toutes les années 1970, qui s'est terminée pour la Fédération par une énorme manifestation, Place de la Nation, en juin 80, qui a établi un rapport de force très important. La Fédération avait 42,1% aux élections professionnelles, et donc on a gagné le titre 3. On est peut-être une des seules professions à avoir gagné quelque chose de très important dans cette période du gouvernement dit de gauche. Oui, dites-nous ce que c'était. Le statut est directement lié à la réforme décentralisatrice. Le gouvernement, mars 62, a, comme première réforme, opéré une décentralisation au sein des collectivités territoriales qui sont devenues en quelque sorte majeures par rapport à la période précédente où la tutelle de l'État était très pesante. Reste que nous étions dans le système de 58 et que les collectivités étaient détentrices de compétences en fonction de la loi, en fonction de ce qui lui était dévolu par le Parlement. Donc, on a obtenu un statut qui était en charnière avec le statut de la fonction publique de l'État, puis ultérieurement le statut de la fonction publique hospitalière, et dont la clé de voûte était la comparabilité du titre 3 de la fonction publique territoriale et de la fonction publique d'État. Comparabilité qu'on a obtenue pendant un temps, puis pas après la réforme de Galland et de Pasqua, qui ont été quelque peu remises en cause. Mais comparabilité qui était indispensable pour le transfert de services de l'État vers les collectivités territoriales, transfert qui a eu lieu d'abord au niveau des DAS. Donc c'est dans la fin des années 80 que l'on a pris dans notre champ syndical beaucoup de femmes, des assistantes sociales, quelque peu infirmières aussi, et ça a complètement changé la donne qui était au départ, je vous l'ai dit, une donne
17 communaux, dont il faut bien le dire, beaucoup avaient une adhésion idéologique. Un statut donc de la fonction publique, c'est ce que vous décrivez, qui est aussi à l'époque pour l'État, bien sûr un acquis de lutte, mais aussi un moyen de gestion. En fait, c'est ce que vous décrivez. Un mot, Natacha Pomey, pour rebondir sur cet aspect historique. Transformation du salariat et de la fonction publique dans les années 80, ça a été dit. Transformation du salariat également aujourd'hui, en 2025, même si évidemment ce ne sont pas les mêmes transformations. Avant de commencer mon propos, permettez-moi juste d'avoir une pensée pour Bruno Bella, qui a été secrétaire général de l'UFICT de 2018 à 2021, et avec qui j'ai commencé mon mandat de secrétaire général de la Fédération, et qui n'est pas là aujourd'hui, mais je pense très fort à lui. Donc, modification du salariat, la CGT le constate avec les chercheurs, et donc dans la fonction publique territoriale, nous n'échappons pas à cette modification du salariat, puisque d'après les chiffres de 2022 dans la fonction publique territoriale, nous sommes aujourd'hui à 72% d'agents de catégorie C, 15% de catégorie B et 13% de catégorie A. Les mêmes chiffres en 2011, c'était 77% de catégorie C, 14% de catégorie B et 9% de catégorie A. Donc il y a effectivement une évolution. Alors, moins prégnante chez nous dans la fonction publique territoriale que dans le reste du salariat, mais il y a quand même une évolution que nous devons prendre en compte et qui confirme encore plus la nécessité d'avoir une organisation spécifique dans notre champ fédéral. Organisation spécifique puisque nous devons d'être l'organisation de toutes et tous et de répondre vraiment aux besoins et aux évolutions que nous connaissons dans la fonction publique territoriale. Il y a des problématiques qui se posent encore plus aujourd'hui avec l'attaque du statut, mais surtout sur les nouveaux modes de gestion dans les collectivités locales. Pierre le disait, mais Alain, avec qui je discutais tout à l'heure, le précisait également. Il y a eu, dans les années 80, avec l'arrivée de la gauche dans les communes, mais aussi la gauche au pouvoir, une forte arrivée de cadres plutôt de gauche, puisque les communes voulaient, dans l'encadrement des DGS, des DG, plutôt avec une obédience de gauche. Et donc, du coup, il y a eu nécessité d'organiser très clairement l'encadrement. Et donc, forcément, un développement du revendicatif spécifique. Et aujourd'hui, on est passé vraiment d'une gestion, d'une gestion politique des collectivités locales à plus une logique gestionnaire, et donc on demande un encadrement aujourd'hui, mais je crois que c'était Jésus qui le disait très bien, on a des cadres aujourd'hui qui sont vraiment entre le marteau et l'enclume et qui doivent obéir à des injonctions contradictoires entre développer des politiques publiques pour la population, mais avec toujours moins de moyens, que ce soit financiers, humains, enfin, je vous fais par l'article, vous le connaissez par cœur. Donc il y a vraiment un revendicatif spécifique à développer sur ces questions-là. Et notamment, il y a la question du lean management qui vient percuter tout ça. Donc tout ça, ce sont des sujets qui doivent trouver, enfin, les cadres doivent pouvoir trouver dans la CGT, donc dans l'UFICT CGT, ces réponses à leurs problématiques du quotidien. C'est là-dessus qu'il y a un intérêt vraiment à avoir une activité spécifique. D'autant que les métiers des catégories C se retrouvent de plus en plus à être externalisés, n'est-ce pas ? Exactement. Il y a de toute façon une volonté prégnante en coupant le robinet des moyens financiers des collectivités locales, et c'est l'actualité, parce que dans le projet de loi de finances, on a encore des coupes budgétaires de plusieurs milliards qui vont s'effectuer. Donc on craint de plus en plus, mais on le voit dans plusieurs collectivités, une externalisation des catégories, des métiers d'exécution, on va dire, des missions d'exécution. Et donc, du coup, des cadres aujourd'hui qui vont devenir de plus en plus importants. On va dire que les derniers des Mohicans, petit à petit, devraient être, c'est-à-dire les derniers des fonctionnaires, devraient être les cadres avec des agents d'exécution qui vont relever de plus en plus, malheureusement, du champ privé, voire de la contractualisation. Donc, c'est pas défaitiste de dire ça ? On va dire que c'est une analyse réaliste de la situation, mais que de toute façon, nous avons un syndicalisme CGT, une organisation à la fois spécifique et générale qui va permettre d'endiguer cette marche forcée vers une destruction de la fonction publique.
À votre gauche, vous avez un réaliste déterminé qui s'appelle Cyril Dalloy, vous qui représentez l'UGICT sur ce plateau. L'UGICT, elle est créée, si on revient un peu en arrière également, elle est créée par la Confédération dans les années 60, mais là aussi le syndicalisme cadre, il date de bien avant, avec notamment des épisodes forts dans plusieurs fédérations dès les années 30, Cyril Dalloy. Je crois qu'il faut avoir en tête que l'héritage, ce n'est pas quelque chose de figé, c'est plutôt quelque chose de vivant, comme une expérience unique qu'on utilise pour éclairer nos prises de responsabilité aujourd'hui et nos décisions. Donc je crois que c'est dans cet esprit-là que je peux tenter de vous faire une petite trajectoire assez courte, mais un peu exhaustive de ce qu'est le syndicalisme dans l'encadrement. Je précise tout de suite, par défaut, on a tendance à parler de l'encadrement puis des cadres, et d'oublier que l'encadrement, au sens où le conçoit la CGT, ça commence avec les agents de maîtrise, les techniciens, les professions intermédiaires, pour des raisons historiques, objectives et très concrètes d'ailleurs. Donc voilà, une fois que ça s'est dit, le syndicalisme de l'encadrement, il commence dès la fin du 19e siècle. Il n'est pas nouveau, c'est un syndicalisme évidemment qui s'organise beaucoup à travers des associations, qui commencent à émerger avec des unions syndicales ou syndicats. On a des syndicats de dessinateurs qui sont les premiers techniciens qui s'organisent dans l'industrie, dès 1906 notamment pour l'union syndicale des dessinateurs. Et puis arrive un moment, il faut avoir l'idée que l'encadrement est statistiquement, dans notre pays à cette époque-là, considéré comme profession libérale ou patron, assimilé au patron. Donc ils ne sont pas dans le groupe des salariés. Et ça a une conséquence très concrète, c'est en 1919 avec la loi des 8 heures. En fait, la loi des 8 heures qui est gagnée, je crois que c'est le 23 avril 1919, elle s'applique à l'ensemble des salariés, ouvriers, employés, évidemment, sauf aux cadres. Et à partir de ce moment-là, il y a un sentiment qui se décuple, qui préexistait mais qui se décuple et qui fait qu'il y a une affirmation de la part de cet encadrement de dire nous aussi on est une composante du salariat, nous aussi on a des revendications à être considérés comme des salariés, à avoir aussi notre part de négociation dans les relations qu'il y a entre le patronat et puis son personnel. Et donc la machine syndicale se met en marche avec des premières unions. On parle de l'USTICA, alors j'ai plus l'acronyme, mais technicien, ingénieur dans le commerce et puis dans les activités industrielles. Et se mêlent en fait ces premières unions syndicales de l'encadrement à la CGT pour tout un tas de revendications. Et c'est la période qui va de 1919 à 1936, pour faire court, où on se retrouve avec un travail de fond qui était la lutte contre l'arbitraire patronal, notamment en matière salariale. Et donc on voit que, notamment dans la métallurgie, pionnière la métallurgie parisienne, avec des organisations de cadres et la Fédération de la métallurgie CGT, qui commencent à travailler, avant même qu'elles soient obligatoires, les conventions collectives qui vont créer les conditions de la hiérarchisation des salaires et donc de la reconnaissance des qualifications et finalement cette aspiration qu'on a à se dire qu'on ne tombe pas dans le piège que nous tend le patronat, de se dire finalement les salaires ça n'a rien à voir avec le travail et les richesses, c'est juste un montant fixe et en fait les salariés, quels qu'ils soient, quel que soit leur travail, leur qualification, leur diplôme, doivent se partager ce montant fixe. Et donc on tombe dans le piège du partage de la pénurie. Et donc les conventions collectives, la hiérarchisation des salaires et ce travail convergent pour le coup des organisations de l'encadrement et de la fédération de la métallurgie de la CGT permet justement d'arriver à 36 avec un projet complet de convention collective devant un patronat qui est totalement désarmé sur cette question-là et qui, avec la force du mouvement de 1936, permettra d'imposer les conventions collectives pour l'ensemble des catégories. Et cet épisode-là, il est intéressant parce que du coup, c'est là où les trois plus importantes fédérations de la CGT à l'époque, qui étaient la métallurgie, ce qui est devenu Minénergie aujourd'hui, et les cheminots, font le choix, dès 1936, d'intégrer les organisations de cadres au sein de leur fédération. Et donc sous des formes très différentes, qui emmènent d'autres débats qui vont ressurgir après, et c'est là où je vais poursuivre. Une petite parenthèse, on voit que dans plusieurs moments de l'histoire,
la tentative d'invisibiliser les mouvements ouvriers ou l'impulsion ouvrière de conquête sociale existe. Une fois qu'on les fait émerger, on fait émerger une globalité et on ne va jamais au bout des choses et on oublie de rendre visible la part de lutte et de bataille livrée par des ICTAM dans ces grandes batailles ouvrières. Et 1936 en est une, la résistance en est une autre. On a récemment fait une commission exécutive au musée de la Résistance à Champigny, et donc on a acté avec le musée de la Résistance et notre IHS de l'UGICT de travailler à rendre visible la résistance des ICTAM au moment de la Seconde Guerre mondiale. Un exemple qu'on cite souvent, au moment où la défaite est annoncée pour la France face à l'Allemagne nazie, j'ai plus son prénom, mais Joliot-Curie. Frédéric Joliot-Curie. Il est le premier en fait à avoir à l'esprit que les eaux lourdes radioactives qui sont travaillées dans les centres de recherche à Paris constituent une matière première intéressante pour les recherches sur les armes atomiques nazies, et donc organise en fait l'éviction de cette matière première pour éviter que ça tombe dans les mains des nazis. On poursuit un petit peu, j'essaye d'aller un petit peu vite, mais en vous donnant les points importants que ça nous restitue en termes d'héritage, en tout cas, et d'expérience. La reconstruction, évidemment, des épisodes importants. Il y a un maître mot dans la CGT qui se construit, c'est la convergence. On a parlé de rassemblement des salariés, et ça se construit à partir de la convergence. Dans ce que je ne voudrais pas oublier dans l'épisode des conventions collectives, la lutte contre l'arbitraire patronal, c'est le rôle particulier des revendications, c'est-à-dire que ça n'a pu fonctionner que dans la mesure où, pour chaque composante du salariat à ce moment-là, il y avait des revendications qui correspondaient à des aspirations, à des réalités, à des réponses à des vraies problématiques. Et le fait de les agglomérer ensemble et d'en faire une convention collective permet de rappeler que c'est la revendication qui est le ciment, l'ensemble des revendications qui constitue le ciment de la convergence. C'est-à-dire qu'il y a toujours, dans cette histoire et dans l'histoire aussi de l'UGICT, un double aspect de réflexion et d'organisation, Cyril Dalloy. C'est la suite, puisqu'on poursuit évidemment, il y a la période de reconstruction avec une forte implication, notamment de la CGT et en particulier du cartel des cadres à l'époque sur la mise en place de la sécurité sociale et le fait que dans la convergence, on crée le dispositif, l'AGIRC, qui a vécu jusqu'à une période récente et dont les dispositions perdurent de manière à intégrer l'encadrement dans le système universel de protection sociale. Et puis on arrive à mai 68 qui est une rupture importante, évidemment, encore une fois, avec un mouvement étudiant puissant, mais qui a eu tendance à être utilisé pour invisibiliser le mouvement ouvrier de masse de cette époque-là, sans lequel mai 68 ne serait pas ce qu'il était. Et à l'intérieur de ce mouvement de masse de mai 68, une très forte implication des ingénieurs cadres techniciens. Et l'émergence d'une nouvelle catégorie, les techniciens, on ne les appelle pas encore professions intermédiaires, techniciens agents de maîtrise, qui apparaissent dans la lutte et aussi avec des revendications qui démontrent qu'ils ont en fait des conditions sociales, des conditions de travail qui sont de plus en plus proches des ingénieurs et cadres, et donc ils ont aussi cette part de spécificité, puisqu'on est, je le dis partout où je passe, mais ça c'est un lieu commun pour nous, le spécifique à la CGT, c'est notre antidote au catégoriel. Donc il faut aussi avoir cet esprit-là que le rassemblement du salariat, à l'inverse du catégoriel qui est souvent poussé par le patronat, vise à rassembler l'ensemble des composantes du salariat sur la base de leurs préoccupations et de leurs propres revendications. C'est le rôle qui nous est assigné par la Confédération pour l'UGICT, par la Fédération Service Public pour l'UFICT, etc., etc. Et donc ça rejaillit sur la CGT et son UGICT. On était jusque dans les années 60-70 dans une logique d'alliance entre l'encadrement, à l'extérieur d'abord, puis à l'intérieur de la CGT. C'est le cas du groupement national des cadres, par exemple, chez Minergie, qui se transformera ensuite, un peu plus tard que vous, en UFICT. Et puis, vient avec mai 68 l'idée qu'il faut dépasser le cadre de l'alliance et donc concevoir l'idée de l'organisation des ICTAM dans la CGT. Et c'est à ce moment-là que l'UGICT développe
et par effet domino l'ensemble des structures spécifiques, développent cette notion de double nature de l'UGICT. Première nature de l'UGICT, c'est l'outil de la CGT pour se développer chez les ingénieurs, cadres, techniciens, agents de maîtrise. Deuxième nature de l'UGICT, c'est l'organisation dans la CGT par laquelle, ou au sein de laquelle, les ingénieurs, cadres, techniciens, agents de maîtrise viennent travailler leurs revendications et déterminer leurs moyens d'action de façon à toujours faire émerger, exprimer leurs revendications et ensuite construire les luttes qui permettront de converger avec l'ensemble du salariat. Natacha Pomé, un mot pour compléter, rebondir, réagir. Moi, je souhaitais développer aussi un aspect particulier. Nous avons la chance dans notre fédération, et c'est à cause ou en raison ou grâce à la fonction publique territoriale que nous organisons, c'est d'être partout sur le territoire national, d'être dans la plus petite commune comme dans la grande métropole. Et par cette richesse, parce que nous sommes au sein de la CGT et pas uniquement de notre fédération des services publics, par cette richesse, nous irriguons tous les lieux d'organisation de la CGT. Je veux bien entendu parler ici de l'interprofessionnel que sont les UL et les UD. Et la fédération, elle a conscience de son rôle dans justement l'activité interprofessionnelle. Et donc je souhaitais vraiment intervenir aujourd'hui dans ce débat sur les 40 ans de notre UFICT, sur le rôle aussi que nos camarades organisés à l'UFICT, au sein des syndicats ou de sections ou de groupes de travail du UFICT, le rôle qu'ils pouvaient avoir justement pour irriguer l'interpro et développer les CD UGICT qui malheureusement, on le voit petit à petit, même dans les plus grosses unions départementales. Il faut juste rappeler ce que c'est qu'une CD, une commission départementale. Une commission départementale UGICT. Si on veut également développer la syndicalisation des UFICT dans notre fédération, ça peut aussi passer par là, parce qu'il y a effectivement des collectivités où le syndicat CGT n'existe pas, et ça peut être une bonne façon aussi, en passant par là, de faire de la syndicalisation, parce qu'on a des collectivités où les ouvriers employés vont être plutôt dans une autre organisation syndicale, et ça peut être par là parce qu'on a un revendicatif UFICT particulièrement intéressant et qui intéresse justement la catégorie ICTAM. Ça peut être aussi un biais intéressant, donc je pense qu'on a vraiment un rôle à jouer dans ce sens-là, puisque par notre profession, nous sommes partout en France, sur le territoire national, et ça peut être un bon moyen. Donc c'était ça aussi que je souhaitais développer. Il y a parfois, je repense notamment dans ma collectivité, mais une fois on avait fait, parce qu'un cadre avait été mis dans un placard, ça arrive souvent dans les collectivités, puisque nos patrons sont des personnalités politiques et ont une façon très particulière de concevoir le management. Même parce qu'une cadre A+, avait été placardisée, du jour au lendemain, on a fait adhérer 50 cadres. Une réunion à la Bourse du Travail le soir à 20h, parce qu'il fallait un endroit discret, parce que c'est ça aussi la question de la syndicalisation de l'encadrement. Il y a un frein, et donc on doit pouvoir, pour les faire venir à la CGT, leur proposer des lieux d'accueil. Donc c'est souvent en dehors du lieu de travail, c'est aussi en dehors des heures de travail. Et donc du coup, grâce à ça, on peut développer une activité ICTAM dans son syndicat, alors que ça soit organiser un syndicat ou un collectif ou un groupe de travail, une section, ça doit être vraiment débattu. Mais voilà, il y a souvent des occasions qui peuvent être faites, et il faut prendre vraiment plusieurs biais, à la fois l'UFICT fédéral, à la fois les CD UGICT dans les unions départementales, pour vraiment augmenter cette capacité, cette possibilité pour l'encadrement, les ICTAM en règle générale, de pouvoir venir à la CGT, parce que si nous ne menons pas cette activité spécifique, si nous ne menons pas cette syndicalisation en direction des cadres, d'autres organisations syndicales le feront, et qui ne répondent pas forcément aux besoins spécifiques que nous rencontrons aujourd'hui, et qui visent notamment, parce que l'UFICT, on l'a très bien dit, et Pierre a vraiment énormément développé là-dessus, on a toutes et tous un rôle à jouer pour la défense du statut et le développement du statut. Parce que là, pour le coup, je vais vraiment être optimiste. Je pense qu'on a encore des choses à gagner, des possibilités de choses à gagner dans le statut.
Enjeu d'organisation, enjeu de structuration, Nadine Sénane, sur le terrain, vous appartenez à la CSD du 93, la coordination syndicale départementale qui organise les territoriaux de Seine-Saint-Denis, et vous y avez développé un collectif ICTAM au sein donc, de cette CSD. Décrivez-nous cette situation. La création du collectif ICTAM, il est venu par différentes réflexions. Une des choses qui a poussé, c'est que effectivement, en tant que syndicaliste, CGT, qu'on soit organisé ou pas en ICTAM sur le terrain, on est, tout à l'heure c'était entre le marteau et l'enclume, et aussi un fusible de la politique décidée par nos employeurs, avec différentes situations selon les collectivités, des cadres isolés, des cadres pas forcément regroupés, et en même temps ce constat et ce besoin d'avoir des espaces d'échange, de réflexion pour renforcer la CGT. J'aime à dire régulièrement que même si on est cadre, on est à la Fédération aussi des services publics et on est avant tout à la CGT. Et j'aime à le rappeler qu'on est tous des camarades avec cette spécificité dans l'encadrement ou le non-encadrement, mais la mise en place de politiques publiques qui parfois nous mettent aussi dans une contradiction entre les valeurs qu'on défend et aussi ce qu'on met en place. Il y a eu une autre chose aussi sur les élections professionnelles, une véritable avancée chez les catégories A en CAP, dans les élections professionnelles pour les CST, les comités techniques, ce qu'on appelait avant les comités techniques, et les anciens CHSCT qui maintenant s'appellent F3SCT, mais aussi en Seine-Saint-Denis, ou en général? Alors, un peu en général, et sur le CIG de la Petite Couronne, le centre départemental de gestion de la Petite Couronne, une réelle progression en catégorie A, puisqu'on se retrouve avec 4 élus chez les encadrants, que ce soit en conseil de discipline, bien sûr, et en CAP ordinaire, et avec une avancée. Donc, la question, c'est comment on organise aussi la spécificité, comment on peut échanger, comment on peut encore plus avancer et faire avancer la CGT dans nos villes, dans nos collectivités, comment on fait avancer le revendicatif spécifique, en rappelant bien, y compris à nos camarades employés ouvriers, qu'on n'est pas un syndicat à part et qu'il n'y a pas de contradiction. On a des revendications communes, bien évidemment. Là, on a l'intérêt général, et comme disait Natacha, de lutter contre la casse du service public. Même si Natacha disait que les catégories A restaient majoritairement titulaires, on voit aussi dans beaucoup de collectivités que la part des catégories A contractuelles, non encadrants, chefs de projet, etc., évolue énormément. Et comme par hasard, derrière, ça se finit en délégation de service public. Donc, on est aussi dans cette contradiction-là. Et donc, l'intérêt de créer au sein de la CSD, avec la CSD, puisque moi je suis membre du collectif d'animation, ça a été de se dire, le collectif ICTAM va permettre d'organiser, de déployer, d'être un outil aussi pour la syndicalisation des cadres sous différentes formes, et de réveiller, d'activer soit des collectifs au sein des syndicats, soit des sections, soit même la création ou la redynamisation de syndicats UFIT, avec, en partant des réalités locales. Je pense, l'autre jour, je rencontrais les camarades de la région Île-de-France, qui maintenant ne sont plus à Paris et sont à Saint-Ouen, donc sur le territoire de la CSD. Ils sont majoritaires dans toutes les élections, toutes les catégories, sauf la catégorie A. Et on partait du constat qu'effectivement, ils avaient peu utilisé les outils revendicatifs de la CGT, de l'UFICT,
pour s'adresser vers les catégories 1 de la région. Alors voilà, on peut imaginer qu'à la région, il y a beaucoup de télétravail, justement, qui cassent les dynamiques de travail et qui ont un impact réel. L'utilisation de l'IA, avec tout ce que ça veut dire sur aussi les dangers de cette utilisation et qui va peut-être aussi faire disparaître des postes en catégorie A, que ce soit encadrant ou non encadrant. Et donc, il y a besoin de redéployer la spécificité de nos revendications au sein de nos syndicats sous différentes formes et de développer sur le terrain, quoi. Et donc d'organiser entre eux sur un territoire des ICTAM qui sont pas forcément dans des syndicats spécifiques, c'est ça, hein? Bien sûr, moi par exemple, je suis dans un syndicat général, ce qu'on appelle syndicat général, parce qu'on n'a pas complètement la force de se développer sur tous les axes, mais effectivement, rien que le fait de signer notre acte ouvrier, employé, cadre des territoriaux de Bondy, puisque je suis à Bondy, déjà, les collègues ont une référence de cadre, de spécificité, savent à qui s'adresser par rapport à des problématiques qu'on ne mesure pas sur nos revendications générales, bien évidemment, mais aussi sur des revendications très locales. Le collectif ICTAM, ça permet aussi, dans cet espace d'échange, par exemple, j'ai un exemple qui me revient là, c'est, on sait qu'il y a des employeurs qui permettent d'avoir des heures sup pour les agents de catégorie A, et la ville d'à côté, l'employeur s'en fout complètement que le cadre fasse 39 heures ou 70 heures. Et c'est bonnard, quoi, c'est gratos. 39 heures, 70 heures, c'est gratos. Pas d'heures sup, pas d'heures récupérables. Donc ça veut dire qu'on est face aussi à des agents territoriaux, parce qu'on est agent territorial, qui ont des réalités aussi, et donc sur les risques psychosociaux, sur l'épuisement professionnel, ça a un impact. Et s'adresser aux cadres et pouvoir leur permettre de revendiquer et de s'organiser, ça a cette importance aussi sur leurs conditions de travail, de prendre conscience que c'est pas une matière, quoi. On n'est pas corvéable et malléable à merci, quoi. Pierre Legois, ce que vous nous avez décrit tout à l'heure, c'est dans ces années 80 un mouvement à la fois de féminisation et de montée des qualifications, en même temps qu'un besoin de solidité, on va dire, des services publics. Ça, ce sont des enjeux qui résonnent beaucoup avec l'époque actuelle. Quels besoins spécifiques, pour rebondir sur ce qui a été dit, vous voyez aujourd'hui comme hier, y compris avant ces années 80, avant la création de l'UFICT Service Public? Je pense que l'arrivée d'un nombre de femmes important à la direction de l'UFICT est une révolution. On est passé d'une période où l'on cherchait à avoir des femmes dans la commission exécutive, dans l'organisme de direction, à une vie syndicale complète et naturelle, dans laquelle il y a les femmes. Vous savez, dans la fédération, historiquement, dès la guerre 14, dès la guerre 14-18, il y a eu 2 collectifs de militants, si on schématise évidemment, hein. Mais en tout cas ce que je dis là, c'est ce que considère l'historien Emmanuel Bélanger. Il y a un collectif de secrétaires généraux et chefs de bureau, et il y a un collectif d'ouvriers, de l'assainissement, du nettoiement,
donc des éboueurs, des égoutiers. Et ces deux collectifs, historiquement, ont dirigé la fédération. En 1948, le syndicat des cadres supérieurs a été créé. Son président était Raymond Barberis. Raymond Barberis, suite à une histoire de décès brutal du secrétaire général de la fédération, ça peut arriver, malheureusement. Je sais pas quel âge il avait. Un peu d'humour noir pour ses 40 ans, voilà. Bref, 2-3 jours avant le congrès fédéral, le secrétaire général de la fédération, problème cardiaque. C'est Raymond Barberis, président du syndicat des cadres supérieurs, qui l'a remplacé. Raymond Barberis, attaché de la ville de Paris. Tout ça, évidemment, bien. Raymond Barberis était un militant de valeur, mais tout ça est très masculin. Et bon, il y a dans certains syndicats de la fédération aujourd'hui des difficultés dans la vie syndicale entre les militants féminines et les garçons. Les égoutiers et les éboueurs, c'est des garçons. Et ils ont une tradition assez hiérarchique de la conception du syndicat. Bref, dans nos deux grandes collectivités historiques, Lyon et Paris, ça s'engueule pour employer un euphémisme, parce qu'on en est même à prendre la justice bourgeoise à témoin. Mais une des causes de ces difficultés, c'est que un certain nombre de syndiqués, par masculinisme, n'acceptent pas l'évolution de la vie syndicale et la capacité d'entraîner tous les adhérents sans distinction de sexe ou autre dans la vie syndicale. Donc, à l'UFICT, on est en voie de le faire. Il y a encore des progrès, bien sûr. Evelyne Bochon a fait un rapport au Conseil Sup en 2005 où elle énumère un certain nombre de dispositions. Certaines sont en route, d'autres ne le sont pas encore, mais il devient naturel que ces revendications soient posées. Natacha Pomé, je voudrais vous entendre sur ces questions de structuration qui ont été abordées tout à l'heure. Alors déjà, juste une petite blague à Pierre, alors pas sur mon état de santé, mais sur l'organisation des égoutiers et éboueurs Ville de Paris. Depuis 2 ans, il me semble, c'est une femme qui est à la tête du syndicat FTD N2EA, donc comme quoi les choses évoluent. Et je pense notamment que le fait de s'être battu pour la mise en place d'instances paritaires au sein de la fédération, ça a participé et ça participe encore aujourd'hui au fait que de plus en plus de femmes militantes s'engagent, osent s'engager et que nous sommes de plus en plus nombreuses. Mais là, c'était pour la petite précision. Donc, sur la structuration, alors, ce qui est rassurant quand on lit que ce soit l'exposition que nous avons derrière, l'excellente exposition que nous avons derrière, ou que nous entendons les propos et les difficultés qu'il y a eu à travers l'histoire de l'UFICT, c'est que les questions, elles sont relativement récurrentes.
sur l'organisation, sur la structuration de l'activité spécifique. Ce qui est certain et ce qui ne peut pas être remis en cause, c'est la nécessité absolue d'avoir une activité spécifique. Par contre, les questions qu'on a aujourd'hui et qui traversent notamment plusieurs autres fédérations, c'est les sempiternelles questions de est-ce qu'on doit organiser tous les ICTAM, la question de cadre encadrant, qui vient régulièrement dans les congrès. Lors du 13e congrès fédéral, on a eu des amendements spécifiquement là-dessus et on a d'ailleurs un groupe de travail de la fédération et de l'UFICT pour justement avancer là-dessus et rendre des conclusions lors du 14e congrès afin que, voilà, pas de se débarrasser de ce sujet-là, mais vraiment d'avancer ensemble pour voir la nécessité. Je pense que cela relève de toute façon aussi de l'évolution justement des catégories dans les ICTAM. C'est-à-dire qu'on a notamment, alors, dans d'autres champs professionnels, les enseignants s'interrogent beaucoup sur je suis un ICTAM, mais est-ce que vraiment le syndicalisme spécifique me concerne? Mais chez nous, on a notamment dans les conseils départementaux tout ce qui est travailleur social. Et les travailleurs sociaux souvent ont du mal à se positionner justement en tant que ICTAM et activité spécifique. Alors c'est pas une généralité, mais souvent on a cette réserve-là. Et donc c'est pour ça qu'on a ces débats récurrents, mais là dans l'actualité de la fédération, enfin fédérale, donc FIC et fédération, c'est souvent la petite musique qui vient. Est-ce que je veux être affilié? Est-ce que je veux être reconnu comme ICTAM ou pas? Et donc cette culture ouvriériste, je crois que c'est Ronan qui en parlait dans le petit film également, voilà, qui revient assez régulièrement, mais j'en discutais avec des anciens secrétaires généraux, que ce soit de fédération ou de l'UFIC, qui me disaient que voilà, ça venait régulièrement, tous les 5-10 ans, ce petit débat-là, qui ne doit pas être un problème, mais qui doit être débattu régulièrement. Et c'est souvent aussi lié aux attaques qu'on reçoit du capitalisme. C'est-à-dire que quand la situation est plus compliquée, on a tendance à se replier sur soi, à avoir un repli sur soi. Et le repli identitaire de la CGT, il est souvent ouvriériste. Et donc, du coup, on a tendance à voir le chef comme le patron, alors que le chef, ce n'est pas le patron. Chez nous, l'employeur, c'est pas le chef de service, c'est pas le cadre. Le DGS, c'est avant tout un collègue. Alors, si parfois il a tendance à l'oublier, on a au contraire besoin de lui répéter. Et je fais lien aussi avec ça, c'est que dans les années 80, on avait souvent dans les collectivités plutôt de gauche, des DGS, des DGA qui certes étaient des cadres encadrants qui devaient mettre en place les politiques publiques que leur demandaient leurs élus, mais c'était avant tout des DGA avec une conscience politique. Aujourd'hui, avec cette logique plutôt gestionnaire de la pénurie, ben voilà, souvent on a des hauts cadres qui ont tendance à se confondre avec nos employeurs, et ça peut-être expliquer aussi ce rejet et cette sorte de lutte des classes artificielles que certains créent dans la tête, dans les collectivités. Des salariés qui se prennent pour les patrons, c'est ça que vous dites ? Des salariés qui se prennent pour les patrons et des exécutants qui pensent que le DGA est l'ennemi de classe, alors que l'ennemi de classe, c'est vraiment le capital. Donc voilà, il y a peut-être aussi parfois ce petit conflit qu'il y a et que l'on doit, nous, la CGT, dépasser par le débat, par l'explication, par les débats continus que l'on doit avoir, comme cette journée-là, que ça soit écouté par le plus grand nombre. Et voilà, et qu'on puisse avancer tous ensemble, parce qu'on a intérêt à être l'organisation encore et toujours qui répond à l'ensemble du salariat, que l'on soit ICTAM, ouvrier, employé, etc., femmes et hommes, afin d'être vraiment l'organisation de toutes et tous. Nadine Senan, une réaction à ce qui a été dit. Et il se trouve que dans votre département de Seine-Saint-Denis, il y a des syndicats UFICT, vous l'avez dit, qui se mettent en route ou qui se remettent en route pour certains. Oui, alors avec dans différentes réalités. Effectivement, bon, il y a ce que je disais tout à l'heure sur des collectifs qui se créent ou des sections au sein des syndicats généraux,
parce que besoin de dynamiser et de remettre en route, et des syndicats UFIT qui se créent, par exemple, bon, très anecdotiquement, hier, les collègues, les camarades de Pantin qui, la semaine prochaine, ont leur assemblée générale de redynamisation de leur syndicat, puisqu'il n'a jamais été fermé, il existe toujours, ont retrouvé leur premier statut qui date de 84 et qui s'appelle le syndicat ICTAM des territoriaux de Pantin. Donc c'est anecdotique, mais ça veut dire que il y a une continuité, même si par moment il y a un essoufflement pour plein de raisons. Pas du tout une démobilisation des ICTAM. À Romainville, le syndicat qui était là pour le coup éteint depuis plusieurs années s'est recréé en 2003 avec une activité régulière pour se voir, se rencontrer, échanger et tout en travaillant, en ayant des bonnes pratiques et en travaillant avec le syndicat général, le syndicat OE, puisque par exemple là, suite à des départs ils n'étaient pas candidats aux dernières élections professionnelles. Il y a eu des camarades OE qui sont partis à la retraite et ils ont remplacé ces camarades-là par des camarades cadres. Justement, donc effectivement, pour bien montrer qu'il n'y a pas deux syndicats, qu'on appartient bien à la même fédération, mais en même temps en démontrant la nécessité d'avoir le spécifique qui siège dans les commissions, les comités sociaux territoriaux, qui quand même décident d'un certain nombre de conditions de travail, d'organisation au sein de la collectivité. Il y a aussi donc redynamisation à Noisy-le-Sec et ce que je disais tout à l'heure par rapport à la région où justement c'est de devoir développer la prise de conscience et le collectif ICTAM, c'est un outil de la CSD pour développer le spécifique, y compris dans des syndicats où on n'existe pas. Où on n'existe pas en tant qu'ICTAM. Plenco, je crois aussi, l'agglo Pleine Commune a un collectif ICTAM qui va peut-être arriver à la création d'un syndicat UFIT ou une section. Donc c'est petit à petit qu'on est en train de travailler à un développement sous différentes formes. Bien évidemment, le mieux ce serait qu'il y ait des syndicats, mais UFIT, mais de toutes les façons, l'intérêt, particulièrement en plus dans le cadre des prochaines élections professionnelles de 2026, qu'on développe l'action revendicative en direction des ICTAM, quels qu'ils soient, et en rappelant cette spécificité, et non pas ce corporatisme, on n'est pas un autre syndicat, quoi. On n'est pas catégoriel. Et j'aime à le rappeler, Aubervilliers, contrairement, le syndicat UFIT avait moins d'activité parce que difficulté, beaucoup de départs d'ICTAM après au vu de la situation de l'employeur et des difficultés, mais recréation, mais avec la co-secrétaire générale qui est UFIT, le co-secrétaire à la politique financière qui est UFIT. Donc c'est aussi des bonnes pratiques et de travailler ensemble. Cyril Dalloy, un dernier mot sur ces enjeux d'organisation, de structuration. Est-ce que vous direz que la question derrière tout ça, c'est celle d'un besoin d'autonomie de ces catégories pour parvenir in fine à la convergence des intérêts ? Je répondrai rapidement, enfin je ne vais pas répondre rapidement, mais à cette question-là, c'est oui, comme toutes les autres catégories. C'est pas spécifique pour le coup, propre à cette catégorie-là. En fait, pour aller vite, je suis obligé d'aller... alors ça fait deux ans que je suis à l'UGICT, donc je suis pas un ancien combattant du spécifique, même si j'étais dans ma fédération, la fédération CGT des cheminots, militant et à la direction de l'UFCM.
On a une particularité avec d'autres fédérations, mais qui n'est pas très répandue dans la CGT, c'est que nous, massivement, sur tout le territoire, on a 2 syndicats. Un syndicat exécution, donc ouvrier employé, et un syndicat UFCM, qui est ICTAM, donc maîtrise et cadre. Avec les mêmes débats, hein. Mais ces débats, quelque part, j'en profite pour tuer une fausse représentation dans la CGT. On est évidemment tous attachés à l'unité de la CGT. Mais des fois, au nom de cette unité, on pense qu'il faudrait vite fait faire l'uniformisation des choses et ça réglerait beaucoup de choses. La réalité, c'est quand on regarde notre histoire, on a fait l'unité dans la CGT que parce qu'on a affronté nos désaccords depuis notre naissance jusqu'à aujourd'hui. Et donc, c'est ce qui nous fait grandir et dépasser ces confrontations. Et en fait, ce que je vois dans les débats d'où je suis à l'UGICT, à la vie syndicale, on a beaucoup de sollicitations sur besoin de structuration. Très bon exemple que tu donnes sur l'émergence de structuration, parce que c'est pas un appel d'autorité qui se fait en se disant il faut une structuration parce que vous avez des ICTAM, donc une structuration. C'est pas, sinon on tombe dans le débat de l'œuf et de la poule et c'est inutile. Et donc en fait, ce que je vois à travers l'expérience que j'ai de ma fédération, c'est que nous, on a 2 syndicats. Mais on a 2 syndicats qui marchent ensemble. C'est-à-dire que l'un sans l'autre, c'est idiot et c'est contre-productif. Mais on a des militants aujourd'hui, ouvriers employés, qui connaissent très bien les préoccupations des maîtrisés cadres et les revendications qui vont avec. Et inversement, les maîtrisés cadres militants dans les syndicats CGT et cheminots connaissent très bien les préoccupations et les revendications des ouvriers employés. Et avec ça, on avance ensemble. On sait qu'on a chacun affaire à développer une activité en destination de populations différentes, mais on mutualise beaucoup, on travaille beaucoup ensemble, on se réunit beaucoup ensemble. Et donc c'est ça, et de toute façon, c'est le rappel de nos statuts, la coopération permanente de toutes les composantes de la CGT. Donc on reste dans cette philosophie-là et partout on doit y être. Maintenant, on voit que le débat de la structuration, il bute sur quelque chose. J'ai envie de dire, c'est le dernier débat de la maturité. On a gagné dans la CGT, le spécifique, c'est nécessaire, tout le monde le sait. On a gagné le fait que ça puisse émerger partout, prise de conscience, le revendicatif, je crois sans hésiter qu'on est l'organisation qui, sur le revendicatif des ICTAM, est la plus en pointe. Une fois qu'on a dit ça, la question c'est comme l'ascenseur. Est-ce qu'on dessert tous les étages ? Confédération, fédération, les UD, voilà, il y a encore des manques, mais il manque un étage, c'est l'étage du terrain. Et celui-là, on ne peut pas le louper, parce que de toute façon, si on n'est pas sur le terrain avec cette question du spécifique, organisé, de toute façon, on passera à côté de notre cible. Et le temps presse pour une raison très simple. Natacha le disait, vous êtes à 28% d'ICTAM. Dans le salariat en général, c'est 51% d'ICTAM. Et en 2024, la première catégorie en nombre, c'est devenu les professions techniciennes intermédiaires qui ont dépassé les employés. La trajectoire continue, elle ne va pas s'arrêter. Et donc, nous, aujourd'hui, l'ambition, l'exigence de rassembler les forces salariales, de monter un rapport de force pour changer la société, les rapports sociaux dans les entreprises, dans les administrations, elle bute sur quelque chose de très simple, le taux de syndicalisation. On a eu notre congrès il y a 2 semaines, congrès de l'UGICT, on a fait l'inventaire. Quand on prend les professions techniciennes et intermédiaires, d'un point de vue interprofessionnel, le taux de syndicalisation, alors que les professions techniciennes intermédiaires et les cadres sont les plus syndiqués parmi les salariés. Le taux de syndicalisation CGT chez les professions techniciennes intermédiaires, 0,97%. Chez les ingénieurs cadres, 0,46%. Donc on a un défi majeur, on a un devoir de lucidité et on a un devoir d'aller au bout de notre démarche. Parce que c'est celle qui va faire que le syndicalisme de masse peut produire le rapport de force qui permet aussi de porter le syndicalisme de classe. Merci encore à tous les quatre, Pierre Legoy, Natacha Paumet, Cyril Dalloy et Nadine Senan. Merci à vous dans le public et rendez-vous en ce qui me concerne tout à l'heure pour la 2e table ronde.